On va démarrer. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Petit temps de connexion. On a dû improviser ce matin puisque vous êtes très très nombreux et qu'on ne pouvait pas tous vous accueillir sur ce format. Donc il y a un live sur une chaîne YouTube qui a été ouvert. En tout cas, on est et je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Pierre Collier et je suis votre hôte ce midi. J'ai cofondé Cactus avec Fausto, qui reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'est Cactus. Aujourd'hui, c'est donc Cactus et Color the Life qui ont collaboré pour produire ce live. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir. Ce live sera enregistré et vous pourrez le revoir ou le partager très prochainement. Peut-être, Marion, juste... Oui. Bonjour à tous. Je m'appelle Marion Lamarque. Effectivement, donc, je suis membre de Cactus et j'ai fondé Color the Life. J'y reviendrai un peu plus tard. Merci. On va, pour démarrer, vous repartager peut-être plus que partager, mais l'objectif de ce live, c'est bien, il est double, à la fois de découvrir ou d'approfondir les sujets qui vont être abordés par nos intervenants, et puis de rentrer en contact aussi avec nos invités. Vous allez voir, il y a un format qui devrait nous permettre d'interagir un petit peu sur la fin surtout de ce live. Peut-être que vous le savez ou pas. En tout cas, je vous le rappelle, Cactus est investi sur 3 domaines principaux, l'environnement, la santé et le social. Et on développe des lives dans ces trois segments, 3 domaines. Avec Marion et Color the Life, c'est une saga sur la santé et la couleur plus particulièrement que nous menons et dont tu nous parleras tout à l'heure, Marion. Je vais vous partager peut-être le menu de ce midi, puisque c'est l'heure du déjeuner normalement. Le premier temps, ce sera avec Fausto et Marion. Donc, un premier temps de connexion pour qu'ils nous parlent de qui ils sont et ce qu'ils font. Puis, un deuxième temps sur les 2 interventions que nous aurons aujourd'hui d'une vingtaine de minutes avec Marion Lamarque et Barbara B. Puis un temps de questions-réponses dans une dernière partie pour ce live. Pour faciliter les échanges, vous pouvez d'ores et déjà dans l'application, donc il y a une icône en bas, poser vos questions et voter pour les questions que vous souhaitez voir remonter et que nous adresserons aux invités en priorité. Donc n'hésitez pas à le faire dès maintenant. En tout cas, nous espérons, et moi le premier, que vous prendrez autant de plaisir que nous à la préparation de ce rendez-vous, à le vivre avec nous. Et puis, pour démarrer, peut-être Fausto et puis Marion juste après, nous parler, Fausto, dans un premier temps, de Cactus, si tu veux bien. Super. Merci beaucoup, Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Voyez mon écran, petite question. Voilà. Si, hein. Excusez-moi. Donc voilà, bonjour à tous et toutes. C'est notre première, donc des petits réglages. En fait, vous trouverez que j'ai un accent un peu piquant. C'est normal car je suis mexicain et puis je suis Cactus. Avec Pierre, nous développons une communauté Cactus de slashers et d'auto-entrepreneurs en poste dans des différentes grandes entreprises. Donc, la communauté Cactus investit pleinement pour des projets générateurs d'impact positif dans 3 domaines principaux, l'environnement, la santé et le social. Par exemple, on a dans la communauté Anne-Sophie Pierre, qui est chez Decathlon depuis plus de 10 ans, expert reconnu dans le domaine de la frugalité. Elle mène son expertise au service d'autres entreprises et notre réseau communauté. Encore Marion Lamarque, qui va vous parler de son expertise et de ses projets aujourd'hui. Oui, merci Fausto. En effet, moi je suis experte en stratégie couleur à 360 degrés. Donc, c'est-à-dire que j'interviens finalement sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit d'un espace ou d'un produit. Donc, ça va de l'identité de marque, évidemment, le design, la communication, mais aussi la commercialisation de l'offre. Et j'ai une double casquette designer-ingénieur, ce qui fait que finalement, j'interviens aussi sur l'ensemble des processus qui sont liés à la conception, mais aussi à la production, l'industrialisation de la couleur.
Et vous l'avez compris, la couleur, c'est ma passion. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité fonder Color the Life. Donc, en fait, Color the Life, c'est un réseau d'experts et de designers qui souhaitent révéler, comme aujourd'hui, hein, révéler les potentiels de la couleur, mais aussi les utiliser et dans tous les domaines. Alors, pourquoi dans tous les domaines? Évidemment, c'est parce que la couleur, c'est ce qu'on voit, et que ça soit une communication, un produit, un espace, du digital, du print, on est toujours amené à parler de couleur. Et sur 2021, j'ai souhaité concentrer de l'action de Color the Life sur le domaine de la santé. Et du coup, Marion, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur cette saga Oui. santé et couleur santé, en fait, plus particulièrement. Oui, alors en fait, on a construit donc, cette saga sur le domaine de la santé parce qu'on voulait en fait finalement voir quel pourrait être son impact. Parce que l'idée, c'est que derrière, en fait, l'ensemble des entreprises, des organisations, des institutions ou même des industriels, en fait, hein, du domaine de la santé, ils puissent avoir des pistes d'action pour améliorer alors, les performances humaines, évidemment, les performances économiques de leurs organisations. Donc, ça va être les conditions de travail, les performances des équipes, des produits, accroître, par exemple, la confiance des visiteurs et la satisfaction, on va dire, des usagers, qu'ils soient patients, qu'ils soient résidents ou que ce soit des collaborateurs dans le domaine. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, c'est la première aujourd'hui. Et du coup, ça va se poursuivre, donc cette saga, jusqu'en juin. Voilà, il va y en avoir une dizaine donc jusqu'en juin. C'est ça, ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Alors, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle, vous pouvez poser dès à présent vos questions. Donc, pour ceux qui sont un peu moins familiers de la technique, donc c'est en bas, il y a une icône Q et R sur laquelle vous pouvez poser vos questions et puis voter pour celle que vous voulez qu'on pose à Marion Lamarque ou à Barbara Abbé juste après leur intervention. Du coup, on va démarrer maintenant avec toi, Marion, si tu le veux bien, sur cette thématique. Donc, je le rappelle, le sujet, c'est vraiment donc, les fondamentaux de la perception et de l'acceptation des couleurs dans l'objectif de concevoir des produits, des espaces, des services et qui soient bien en empathie avec les utilisateurs. Et je te laisse du coup la parole. Merci Pierre. Donc, je fais mon partage d'écran. Est-ce que tout est bon? Ça a l'air. Sinon, vous réagiriez. Alors, déjà, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'étais super contente en fait d'inaugurer ce webinaire avec Barbara, puisque Barbara B a co-dirigé l'ouvrage Couleurs et soins avec Claire Fayol, qui a fait suite à un colloque il y a quelques années, donc qui était réalisé avec l'ENSA de Nancy. Et ça m'a beaucoup inspiré et motivé finalement à organiser ce cycle de webinaires. Alors, comme on l'a vu en introduction, donc, je suis fondatrice de Color the Life, je suis membre de Cactus, mais je suis aussi salariée de Decathlon. Alors, qu'est-ce que la couleur? D'abord, la couleur, il faut savoir que c'est un stimulus, en fait. Chaque organisme vivant a un équipement sensoriel, et du coup, il va réagir aux aspects de son milieu physique. Et l'apparence colorée, c'est un stimulus, donc c'est une information qui va provoquer des émotions, donc qui va influer finalement sur nos comportements et nos décisions. Alors tout d'abord, on sait qu'une couleur se repère en 1/10 de seconde. Donc quand elles sont bien choisies, les couleurs de notre environnement, elles peuvent augmenter nos facultés d'écoute, d'orientation, de mémorisation, de créativité, de productivité, notamment, hein, mais d'autres, puisqu'on voit aussi que la couleur des objets, elle est hyper importante pour les consommateurs, puisque bien plus de la moitié d'entre eux prennent leur décision d'achat sur la seule couleur. Donc, imaginer un produit, un espace ou une communication sans se pencher de manière sérieuse sur ça ou ces couleurs, c'est se priver d'un bel outil. Alors, si je reviens un peu en arrière, on va se poser la question de pourquoi on voit les couleurs. On sait que toutes les espèces animales ne voient pas les couleurs de la même façon. L'être humain les voit le spectre de 400 à 700 nanomètres environ. C'est peu ou prou du bleu au rouge en passant par le vert et le jaune, alors que le chien, lui, il va distinguer très peu le rouge, mais va profiter de quelques ultraviolets.
Et parmi les animaux, les oiseaux, en particulier les pigeons, font partie des meilleurs détecteurs de variations de couleurs. Et pour expérimenter ça, je vais vous demander à tous de vous prendre pour quelques minutes, quelques secondes pour un chasseur-cueilleur et vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup que j'aille grimper en haut de l'arbre pour cueillir les fruits? Donc là, sur votre, je vais lancer le sondage. Je vais vous demander de voter pour dire, à votre avis, combien de fruits sont mûrs? Est-ce que ça vaut le coup, finalement, ou pas, de grimper en haut de l'arbre? On est à plus de 40% des votants. Je vous laisse encore quelques secondes. C'est très débattu. On est à plus de 70% de votes, donc je vais clôturer. Et je vous ouvre les résultats. Alors, c'est assez débattu, peut-être 5, peut-être 10, peut-être plus de 10. Et donc, je vais vous donner l'information. Vous allez pouvoir compter par vous-même. Et en fait, les seuls fruits réellement mûrs, il y en a 3, peut-être 4. Donc non, ça ne valait pas forcément le coup de grimper en haut de l'arbre. En tout cas, ce que je voulais vous faire appréhender là, c'est que finalement, la vision des couleurs, c'est une bénédiction de l'évolution darwinienne. En fait, déjà, la couleur, c'est une information qui est utile à notre survie. Heureusement, pas seulement, puisqu'elle nous permet également de comprendre, d'apprécier la richesse des environnements qui nous entourent. Alors, comme tous ces paysages multicolores qui viennent des 4 coins du monde, ou plus proche de nous, tout à droite, on est à Roussillon, donc dans le sud de la France. Et dès la préhistoire, on a exploité les matériaux de notre milieu, comme le charbon, comme les minéraux, mais aussi les matières organiques ou végétales. Et si on a utilisé la couleur pour représenter par imitation, on a aussi donné du sens aux couleurs qui nous entourent. Même si on ne dispose pas de traces écrites, on peut envisager finalement qu'à droite, le noir, le blanc, le rouge, qui sont utilisés pour peindre séments en réserve, avaient bien une signification. Donc ces couleurs avaient sûrement une signification. Et depuis qu'on maîtrise le feu, on a conféré à la lumière des vertus protectrices. La lumière du soleil, de la lune, de la flamme nous ont protégés. C'est peut-être pour ça finalement que notre œil est toujours attiré par la lumière. Et quand il s'agit de couleurs, notre regard est d'abord attiré par des couleurs vives, claires et qui comportent du jaune, finalement comme le soleil. Et enfin, la lumière diffractée en arc-en-ciel par les gouttes d'eau en suspension, ou alors là, comme à gauche, plus prosaïquement par le prisme de Newton, cet arc-en-ciel revêt une certaine magie qu'on a toujours appréciée et cherché à reproduire. Donc on va s'arrêter maintenant sur un point simple que vous connaissez sûrement tous, c'est comment on voit les couleurs. Donc on sait que tout d'abord il faut de la lumière, et comme on l'a vu juste avant, donc, la lumière blanche comporte toutes les couleurs. Les rayons de la source lumineuse vont frapper la surface colorée, et celle-ci, donc là la pomme, la surface va absorber une partie des rayons, donc la pomme ici elle va absorber le bleu et le vert et réfléchir d'autres rayons, donc là le rouge, le jaune et l'orange, et notre œil va les capter, et c'est notre cerveau qui va analyser ces données. Et tout ça toujours donc en un dixième de seconde. Donc il y a 3 paramètres. Le premier, c'est la lumière. Et quand il s'agit de concevoir l'apparence colorée d'un espace, par exemple, il faut absolument considérer l'ensemble des éclairages naturels qui sont à disposition. Mais pas que, il faut envisager aussi toutes ces variations au cours de la journée et de l'année. On sait que la lumière du matin en hiver à Amsterdam est bien différente de celle d'un déjeuner à Barcelone à midi en été, ou même d'un après-midi en septembre en Alsace, par exemple. Et Monet nous l'a bien fait comprendre en fait avec ces reproductions systématiques de la cathédrale de Rouen en différentes lumières. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que malgré les variations géographiques ou temporelles, la lumière naturelle, donc la lumière du jour, c'est celle qui restitue a priori l'ensemble du spectre de la lumière, de la couleur, pardon, la plus juste.
Et l'installation d'éclairage artificiel, il va pouvoir finalement, il y a plusieurs rôles, il va pouvoir compenser le manque de lumière naturelle, le compléter, équilibrer, éventuellement délimiter un espace ou un objet, comme à droite, vous avez en merchandising, on va mettre en valeur une zone en particulier. Et en Occident, nous avons tendance à apprécier pour nos intérieurs des lumières qui sont plutôt à dominante chaude et diffuse. Et on va réserver les lumières froides et directionnelles aux espaces où on va avoir besoin finalement d'un éclairage qui permet de bien réaliser une tâche en particulier. Alors, malheureusement, les lumières artificielles ne restituent pas toutes entièrement le spectre visible. Donc là, vous avez deux illuminants. Donc, les illuminants, ce sont des modélisations mathématiques de sources lumineuses. À gauche, la modélisation de la lumière du jour en D65, alors D comme daylight, c'est le moyen mnémotechnique, qui va correspondre en fait à la moyenne mondiale à midi. Et on voit que le spectre il est plutôt continu et équilibré en intensité. Alors qu'à droite, c'est la modélisation d'une lumière qui est produite par un tube fluo et qui a des pics. Et en fait, ces pics vont correspondre à des couleurs qui seront fortement modifiées quand elles seront éclairées par cette source. Et c'est pour ça qu'en industrie, on utilise des boîtes à lumière, comme vous avez sur la droite, voire parfois des salles entières avec des différents éclairages qui vont permettre de vérifier qu'une couleur qui est belle sous une lumière, elle reste bien belle sous l'autre. Et ici, on peut remarquer que sur l'image de gauche, que le textile de droite, il change fortement entre la lumière du jour et la lumière artificielle. Alors, il y a un petit outil qui permet de travailler quand on n'a pas de boîte à lumière. C'est Pantone qui a développé des stickers, donc le D65 pour l'industrie et le D50 pour l'imprimerie. Et ils correspondent, on va dire, aux standards internationaux. Et ça va vous permettre de savoir si les deux rectangles sont exactement de la même couleur. Ça veut dire que vous êtes dans un environnement de lumière qui correspond à ce qui est nécessaire pour faire du contrôle couleur. Alors maintenant, je me dis, un dentiste, par exemple, qui doit contre-typer la teinte de vos dents pour réaliser une prothèse, il a plutôt intérêt finalement à le faire sous un éclairage adapté. Nous avons parlé de lumière, je vais maintenant aborder l'objet. Finalement, je parle de couleur depuis tout à l'heure, mais je ferais mieux de parler d'apparence colorée, puisqu'on voit, c'est toujours un couple entre une couleur et une matière. Donc l'apparence colorée d'un objet, finalement, ou d'une surface, ça va être une couleur, une texture, un niveau de brillance et éventuellement un effet. Évidemment, il existe des variétés infinies d'apparences colorées qui vont du coup modifier notre appréciation des couleurs. L'image de gauche, ce sont des représentations de l'espace des couleurs. Alors, l'espace des couleurs se représente plutôt sous la forme d'une patatoïde, mais par convention, on le met sous la forme du sphère. Et à droite, c'est un schéma qui, avec un exemple dans l'imprimerie, en fait, qui va vous montrer que obtenir la même couleur exactement sur des matières différentes, c'est extrêmement complexe. Alors, c'est faisable, je l'ai déjà réalisé, mais c'est très complexe. Et c'est pourquoi il est nécessaire de connaître finalement les nuanciers, les matières colorantes, les procédés de transformation qui vont être utilisés par les fabricants pour définir la gamme de couleurs facile à produire et à reproduire. D'autant plus qu'il est parfois nécessaire de tricher puisqu'une même couleur peut être perçue différemment en fonction de son environnement immédiat. Ce sont tous les effets de contraste qui sont aussi si intéressants à utiliser. Et de manière générale, on sait que, par exemple, si vous prenez les carrés en bas à gauche, un carré clair sur un fond foncé aura l'air plus grand qu'un carré foncé sur un fond clair. Une couleur chaude comme à droite, le beige, quand il est entouré de mauve, paraît plus chaud que quand il est entouré d'un brun. Et pourtant, ce sont bien les mêmes couleurs. Alors, ce qui est génial avec les contrastes, évidemment, c'est qu'avec une gamme très courte, avec très peu de couleurs, mais en faisant varier les contrastes, on va pouvoir raconter des histoires différentes et donc provoquer des émotions aussi qui sont différentes. La perception, l'appréciation ou le goût pour une couleur, vous l'avez compris, va dépendre de la lumière, va dépendre de l'objet, de la surface observée, des contrastes provoqués par les éventuelles couleurs environnantes, mais l'appréciation va surtout dépendre finalement de l'observateur lui-même. Alors, même si la lumière, la couleur sont captées par ce que vous voyez à droite, donc les cônes ici et les bâtonnets
qui sont au fond de la rétine. Finalement, chaque observateur a sa propre biologie, sa génétique, son hygiène de vie, son âge vont pouvoir modifier déjà sa perception des couleurs. Donc, il y a des tests pour l'évaluer. Évidemment, le test Ishihara à gauche qui permet de dépister le daltonisme, mais aussi le test Munsell-100 qui est beaucoup utilisé dans l'industrie finalement pour déterminer la performance, l'acuité, on va dire, de distinction entre des teintes. Et concernant le daltonisme, il faut savoir que ça touche en Occident un homme sur 12, ce qui est très important. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré les formes différentes de daltonisme, le bleu semble continuer à être perçu par la plupart des daltoniens. Il existe des outils de simulation pour les concepteurs. Alors, ça permet par exemple de vérifier qu'une signalétique va rester lisible par tous, mais une ambiance aussi colorée, est-ce qu'elle peut continuer à être appréciée? J'irai pas plus loin sur le sujet puisque le 18 mai prochain, Miguel Neva et Jan Gartzka présenteront l'ensemble des outils qu'ils ont développés pour concevoir spécifiquement pour les daltoniens. Je vous ai parlé de la biologie, mais l'âge aussi, il peut y avoir donc des altérations de la perception des couleurs. Et ici, j'ai repris Monet, donc à gauche, c'est la vision normale. Au centre, c'est l'image quelques années après, finalement, quand il avait des problèmes de cataracte. Donc, le bleu avait disparu de sa palette parce qu'il ne le voyait plus. Et finalement, après une opération de la cataracte à droite, il s'est remis à voir le bleu, mais un peu trop, puisqu'il allait voir jusque les ultraviolets. Donc, ça brouillait aussi beaucoup sa lecture des formes. Aussi, ce qui va être déterminant finalement pour l'appréciation d'une couleur par un observateur, ça va être sa culture. On a des codes qui sont vrais pour toute l'humanité, mais d'autres qui sont liés à un peuple, un environnement naturel, une spiritualité, une époque, un domaine. Et ça va influencer notre goût. Alors, on sait qu'en Occident, la couleur préférée, c'est le bleu et qu'elle ne porte quasiment que des vertus positives, des symboliques positives. Moi, je me pose la question si la préférence au bleu, elle ne vient pas du fait que dans le vocabulaire, finalement, ce qu'on appelle bleu correspond à un quart des couleurs qu'on voit, puisqu'en fait, quand qu'il soit clair, sombre, violacé, verdi, turquoise, on continuera à l'appeler bleu. A contrario, le rouge représente un tout petit territoire. Il devient très vite saumon, rose ou bordeaux et on va lui faire porter d'autres sens. Et même en restant sur un territoire très faible, donc le territoire du rouge, les sens qu'il peut prendre vont être très variés. Ça peut être le rouge de l'alerte, du sucré, du piquant, du toxique, de l'autorité, de la contestation, de l'interdit, de la vitesse, de l'amour. Et finalement, son appréciation va dépendre de l'objet ou du lieu pour lequel il est utilisé. Et encore une fois, sur le rouge, on attribue parfois des codes aux couleurs qui sont complètement trompeurs. Le costume de gauche, par exemple, tout le monde aura reconnu un costume de pompier, alors que on sait bien que les pompiers ne sont pas du tout habillés en rouge et que leur camion n'est pas toujours rouge non plus. Enfin, l'époque et surtout les moyens techniques de production de la couleur vont influencer notre goût. Le bleu, qui était autrefois si coûteux à produire, il portait des valeurs bien différentes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une couleur facile à produire, tel le bleu jeans, finalement, qui est perçu comme un neutre. Alors, on est dans une époque où de nombreux codes sont en train de muter, et effectivement, mais moi, ça fait seulement 20 ans que je travaille, mais entre le début de ma carrière et maintenant, il y a déjà des choses que je peux m'autoriser aujourd'hui qu'on ne s'autorisait pas il y a 20 ans. Et dans la mode, par exemple, c'était connu, on ne mélangeait jamais du bleu marine avec du noir, alors que c'est quelque chose qu'on peut faire tout à fait facilement maintenant. Donc, pour conclure, une même couleur en fonction de son support, son environnement, son éclairage et surtout de son observateur sera perçue et donc acceptée de manière singulière. Et du coup, pour proposer une coloration qui séduise, donc qui va provoquer les émotions, les comportements qu'on a définis dans le cahier des charges, il faut absolument prendre en compte ces 4 paramètres. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette présentation vous aura été utile, que vous aurez découvert des choses et surtout, n'hésitez pas à me contacter par la suite si vous souhaitez approfondir un sujet en particulier ou un accompagnement.
Merci beaucoup, Marion. C'était passionnant. Tu restes là, bien entendu, puisqu'on aura un temps de questions-réponses juste après. Et donc, j'en profite pour vous rappeler de poser vos questions et de voter pour celles qui vous plaisent le plus, ou en tout cas celles que vous voulez qu'on adresse en premier à nos deux intervenantes. Maintenant, je suis ravi d'accueillir pour poursuivre Barbara B. Pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, Barbara est conseillère en aménagement. Elle est coach et évolutionnaire, conférencière et co-auteure de l'ouvrage Couleurs et Soins. Elle accompagne des dirigeants, mais aussi des collectifs, en fait, à mettre leurs espaces de travail en cohérence avec la raison d'être de leurs activités. Et donc, Barbara va nous parler aujourd'hui des enjeux de la couleur dans le prendre soin. Barbara, c'est à toi. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous d'être là si nombreux, si j'ai bien compris, à la fois sur l'application et puis aussi en live et encore en enregistrement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si ça serait enregistré, donc on va faire des heureux. Merci beaucoup, Marion, pour ta présentation passionnante. J'apprends à chaque fois des choses et on va vraiment être très complémentaires puisque moi, j'ai une approche expérientielle de la couleur, donc tout ce que tu nous apportes du point de vue technique et j'apprécie particulièrement ta capacité à transmettre ces éléments complexes, à les rendre compréhensibles par le grand public, c'est précieux. Voilà, donc je vous amène plutôt dans un voyage expérientiel pour les minutes qui viennent. Est-ce que vous voyez bien attendez, je vais me mettre en diaporama. Voilà. C'est parfait. Donc, merci à tous pour votre accueil. Je voulais d'abord vous parler de ce que j'entends par le soin. En fait, l'être humain est vulnérable et dépendant. Il a besoin du lien social. Il a besoin d'être relié. Et le soin, c'est cette relation. C'est le souci des autres. Et je travaille plus particulièrement sur l'environnement de ce lien. Donc, je vais surtout vous parler de la couleur dans l'environnement, dans l'espace. Je voulais vous dire aussi que si j'ai travaillé 12 ans dans un hôpital, le CHU de Strasbourg, pour moi, le soin ne se limite pas aux murs de l'hôpital. Il y a bien sûr également les établissements spécialisés, les centres médico-sociaux. On parle beaucoup des lieux pour les personnes âgées avec des dépendances. Tous les lieux finalement qui accueillent des personnes vulnérables. Mais ce sont aussi les hôtels, nos lieux de vie et surtout nos lieux de travail. Et dans les lieux de travail, je vous parlerai plus particulièrement d'un concept qui m'est cher, qui est la symétrie des attentions. C'est-à-dire pour être en relation avec les patients à l'hôpital, prendre soin, ou avec un client, comment permettre aux professionnels d'être eux-mêmes dans une bonne relation. La couleur, pour moi, elle a un impact en termes d'énergie. Elle permet une véritable présence de l'espace, un soutien à la relation. Elle la facilite. Elle joue un rôle clé dans l'aménagement de l'espace. C'est pour ça que j'accompagne aussi les dirigeants dans la prise en compte de leur environnement pour soutenir leur raison d'être et leurs valeurs. Inadapté, il peut être toxique. Bien conçu, il soulage. L'attention qu'on va porter par la mise en place d'un parcours fluide, d'une information claire, d'une lumière adaptée, de mobilier confortable, des matériaux de qualité et bien sûr la couleur, comme le disait Marion, qu'on va percevoir en une fraction de seconde, crée pour moi
le principe d'hospitalité. Je vous propose de me suivre dans une expérimentation. Je vous propose de sentir et de ressentir, d'être sensible à l'attention et à l'intention, d'inspirer, de souffler, d'être présent à ce vert et à ce rouge que vous voyez à l'écran. Et je vous invite maintenant à prendre l'attention de vos ressentis corporels. Est-ce que vous allez ressentir des fourmillements, des picotements, du chaud, du froid? À quel endroit de votre corps? Une boule. Et je vous amène avec moi dans cette exploration. Vous êtes là. Oups, pardon. Vous êtes là au XIXe siècle à l'Opéra de Paris. Un lieu pour être vu et voir. Vous vous trouvez devant la maison du directeur. Vous êtes ici, au Palais de justice de Nantes. Vous survolez le CHU de Nantes. Vous arrivez aux abords du nouvel hôpital civil de Strasbourg. Vous voilà à Bali, dans le spa réputé le plus beau du monde. La chapelle aménagée par Luis Barragan à Mexico. La salle des départs des Torres Spalletti à l'hôpital de Garches. Et je vous lis ces quelques mots de Derek Jarman, qui est un auteur, peintre, cinéaste qui est décédé du sida en 1994 et qui a beaucoup fréquenté l'hôpital tout en perdant la vue. Et c'est au fur et à mesure que ce peintre, cet amoureux de la couleur, perdait la vue qu'il a écrit ce livre, Chroma. Et son ami qui l'accompagne dans le service d'ophtalmologie lui dit c'est comme la Roumanie là-bas. 2 ampoules illuminent tristement les murs qui s'écaillent. Il y a une boîte de poupées dans un coin, incroyablement sale. Le docteur dit oui, bien sûr, les enfants ne les voient pas. Oui, ils ont des problèmes oculaires. Il n'y a aucun budget pour rendre l'endroit plus gai. Comment c'était ce voyage pour vous? Je vous ai partagé cette dernière image sur la question de la toxicité des espaces et puis de ce que ça peut provoquer chez nous en termes de signaux. Marion Lamarque parlait tout à l'heure des fruits mûrs et de comment la couleur pouvait nous aider dans notre survie. Il y a une quinzaine d'années, je suis arrivée pour prendre mes fonctions dans un nouveau poste. La lumière était éteinte et un ficus mort m'attendait, les feuilles au sol. Je suis partie 2 mois après, juste avant un burn-out. Je pense que j'aurais pu partir dès mon premier jour. Je vous partage en fait mon expérience à partir des 12 années que j'ai passées aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la fabrique de l'hospitalité que j'ai co-créée avec Christelle Carrier et 2 designers qui nous accompagnent, Anne-Laure Desflaches et Anne Rignot, qui sont présentes, je crois, aujourd'hui et que je salue. Je les ai quittées au mois d'octobre dernier pour poursuivre une activité indépendante. Et je continue à consulter très régulièrement ce site internet auquel je vous invite à vous référer car il est extrêmement riche et que je ne pourrais pas vous montrer un dixième de tout ce qui a été réalisé autour de la couleur, sachant que mes collègues poursuivent ce travail et qu'elles continueront à publier sur le sujet.
Comme l'a dit Marion, et je l'en remercie, c'est l'occasion aussi de présenter l'ouvrage Couleurs et soins que j'ai co-dirigé avec Claire Fayolle, enseignante à l'ENSAD de Nancy, et qui est sorti au mois de janvier de cette année. Donc, c'est le tout début du démarrage de cet ouvrage où on va retrouver des intervenants extrêmement divers qu'on a pu réunir pour vous partager cette expérience. Je vais vous parler de la maternité du CHU de Strasbourg. Elle était loin d'être la meilleure, non, elle était la meilleure, pardon, en termes médicaux. Il y avait les meilleurs médecins, les meilleurs équipements techniques, une réanimation pour les bébés et pour les mères dans le même bâtiment. Pourtant, cette maternité était dans son jus. Elle n'avait pas été rénovée depuis son ouverture en 1978. Certaines femmes qui présentaient des grossesses à risque préféraient cependant accoucher dans des endroits moins sécurs, mais confortables et beaux visuellement. Donc, on est toujours dans ce que nous disait Marion sur... on est là dans la question de la survie. Le professeur Nizan a compris de manière intuitive l'importance de l'espace et que la seule technique ne suffisait pas pour pouvoir faire profiter de ce remarquable équipement public l'ensemble de la population. C'est pourquoi nous avons travaillé ensemble et fait appel à une artiste, Ilana Issaïek, et à une designer, Edith Vigdy. J'aurais beaucoup de choses à vous raconter sur ce sujet, mais je vais poursuivre. Je vous ai évoqué tout à l'heure la question de la symétrie des attentions. Par exemple, pour ce projet de la maternité, je vous ai dit qu'il avait été réalisé par Ilana Issaïek, qui est une personne extrêmement sensible et qui a pris le temps de s'immerger nuit et jour auprès des mères, mais des jeunes mères, mais aussi des personnels soignants. Et elle était en compétition avec une autre artiste qui proposait un projet extrêmement coloré, extrêmement riche. Mais on a pu rendre attentif l'ensemble de l'équipe au fait que pour les patientes, ça pouvait être une saturation de couleurs un peu difficile à supporter le temps de leur hospitalisation, mais à vivre 365 jours par an par les professionnels, ça pouvait être problématique. Je vais vous parler des effets bénéfiques de la couleur. Donc, au-delà des effets avérés qui sont stimulants ou calmants de certaines couleurs, comme nous l'a dit Marion, ce qui importe, c'est de travailler sur l'harmonie entre les couleurs, de veiller à ne pas sursaturer l'espace avec trop de couleurs différentes, de faire attention aux contrastes et aux nuances. Donc là, vous voyez qu'on a à peu près le contre-exemple avec de la fatigue visuelle et de la désorientation. C'est un travail de collecte qu'ont fait mes collègues designers dans un service de chirurgie digestive au CHU de Strasbourg. Il était question de faire un projet de signalétique en fait, pour favoriser la récupération rapide après la chirurgie. Et c'était pour nous extrêmement complexe parce que nous n'avions pas les budgets pour neutraliser l'espace. Et donc, comment faire exister un projet dans ce que vous avez vu précédemment dans cette sursaturation visuelle et colorée de l'espace. Donc là, nous avons fait le choix d'être plutôt en rupture avec des teintes beaucoup plus douces et pastel pour créer le contraste avec l'environnement existant. Je voulais vous montrer un autre exemple qui est l'intérieur de l'hôpital que je vous ai montré tout à l'heure, le NHC, le nouvel hôpital civil de Strasbourg, qui est une œuvre de Claude Vasconi, avec des couloirs qui font environ 250 mètres de long et des murs blancs, des portes bleues et ce revêtement au sol gris, et qui est en fait le même dans tout l'hôpital, avec vraiment du coup des difficultés d'orientation et la sensation de ne pas progresser en fait quand on se déplace dans l'hôpital. Nous avons été sollicités pour proposer une réponse
à cette problématique. Nous avons travaillé avec les V8 designers qui ont superposé en fait une grille colorée à ces circulations que vous voyez en haut à gauche, et puis qui l'ont décliné en fait dans l'ensemble du bâtiment. Ce que je trouve intéressant dans ce projet à vous présenter là, c'est qu'il y avait à la fois un travail sur les murs, sur le mobilier, et puis également en vitrophanie. Et c'est quelque chose qu'on a souvent utilisé dans les projets, c'est la lumière colorée finalement. Et je suis contente de vous présenter cette image aussi parce que Marion nous signalait aussi avec le contre-typage des dents et le Pantone, combien il était difficile d'obtenir des couleurs identiques sur des matériaux différents. Et donc, il y a eu un vrai travail de recherche pour ces mobiliers rotomoulés pour trouver le bon pigment qui convienne à l'ensemble des couleurs déclinées dans l'hôpital. La construction de l'espace par la couleur et la lumière relève d'un savoir-faire très particulier, très efficace et qui ne doit pas être négligé, notamment en milieu hospitalier où le mètre carré est extrêmement cher. Et donc, c'est la question de comment est-ce qu'on peut pousser les murs par la couleur. Ah, voilà. Donc là, on est à la Maison des Adolescents, réalisée par le designer Fred Riffel, où on avait des espaces extrêmement contraints en entresol et où, avec ce travail de couleur, il a su vraiment recompartimenter et recréer de l'espace, comme l'écrivait Fernand Léger, qui a travaillé sur l'hôpital de Saint-Lô, donc le peintre Fernand Léger. La couleur, par des murs de différentes couleurs, va transformer l'espace en rectangle élastique. Et vous voyez là le service de neurologie qui a été travaillé avec le collectif PIL, qui était composé de Marie Coirier, Isabelle Desron et Aurélie Kenschwiller. Marie Coirier qui interviendra aussi dans un des webinaires programmés par Marion. Où là, par contre, on a eu la possibilité de partir d'une base neutre, c'est-à-dire d'une remise en état du service. Et c'est comme une palette de peintre nettoyée en fait, sur laquelle on peut venir poser la couleur. Le couloir en neurologie, c'était l'apaisement, l'accompagnement de la déambulation, travailler sur les effets de seuil. Vous voyez qu'il y a des éléments au sol qui changent de couleur et ça, c'est extrêmement puissant aussi. Ça va favoriser l'orientation, soutenir l'autonomie. C'est ce qu'on a appelé de la signalétique intuitive, c'est-à-dire que ça permet aussi de guider les déambulations. Je vais vous montrer également un travail, la poursuite en fait de ce travail, c'est-à-dire que les couleurs qui sont dans les couloirs, donc là on a plutôt des teintes de bleu, mais quand on est dans les teintes de jaune, viennent comme se refléter sur les pourtours de fenêtres. Donc, ça veut dire que c'est une rénovation simple, peu coûteuse, mais où voilà, on est dans une cohérence de l'espace, un lien. Les personnes avec lesquelles nous avons travaillé en neurologie, notamment une assistante sociale et une psychologue, nous ont mis en relation avec la gériatrie. Donc, vous trouvez ici au centre ressources mémoire de l'hôpital de la Robertso, où il y a eu un travail de fond réalisé avec Kerenko, également Marie Coirier, et qui est très détaillé dans l'ouvrage. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous y référer, puisqu'il y a plusieurs regards sur ce travail, notamment un regard de médecin, mais aussi un regard de psychologue et d'une spécialiste de la couleur qui a mesuré en fait l'impact de la couleur et de la lumière sur le comportement des personnes dans cet environnement. Et je vous montre quelques images de ce très beau projet qui a beaucoup apaisé. En fait, c'est des personnes qui sont reçues ici, qui ont des troubles neurologiques. Ça a beaucoup apaisé ces personnes-là d'être dans cet environnement.
mais vous trouverez des choses beaucoup plus détaillées et analysées dans l'ouvrage ou sur le site internet de la Fabrique de l'Hospitalité. Voilà, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous référer à ces sources. Le colloque, c'est possible de le réécouter, il est en ligne sur le site de l'ENSAD. Vous pouvez consulter l'ouvrage sur le site de l'éditeur Les Presses du Réel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Barbara. C'était très inspirant également. On va passer à la suite. La suite, c'est un petit temps de questions et de réponses, du coup, suite à vos interventions. Je vais peut-être laisser encore 30 secondes pour que notre public puisse éventuellement poser encore une question ou deux, ou voter éventuellement, sachant que nous avons quand même quelques questions que nous allons pouvoir vous adresser. Du coup, je vais prendre la première. Donc, une première question, je ne sais pas, plutôt pour toi, Marion, j'imagine. La perception des couleurs est singulière. Néanmoins, existe-t-il des domaines où la couleur est acceptée de manière universelle? Y a-t-il un goût universel pour certaines couleurs? Alors, pour certaines couleurs, je dirais non. En revanche, ça c'est une étude que j'ai pu mener il y a quelques années en France, en Chine et en Inde. Les familles de couleurs, donc ce qu'on appelle une famille de couleurs, c'est par exemple les pastels, les vifs, les couleurs naturelles, les grisés, etc. Portent les mêmes valeurs d'une culture à l'autre. C'est-à-dire que la notion, par exemple, les pastels évoquent la douceur, le sucré dans toutes les cultures. Les vifs ont ça aussi. Donc, ça, c'est une chance pour les concepteurs parce que même si on ne sait pas dire le jaune, par exemple, il peut être très apprécié dans certaines cultures, pas dans d'autres. Mais en revanche, se dire qu'une couleur vive, un jaune vif, aura la même sera, on va dire, capté de la même façon, ça c'est intéressant parce que ça peut permettre finalement de concevoir des gammes en se basant sur les familles de couleurs. La deuxième chose qui, je dirais, plutôt universelle, c'est la réaction qu'on a face à un contraste. Donc un contraste chaud-froid ou un contraste par exemple de clair-obscur, on va tous avoir le même type d'émotion provoquée derrière. Donc après, il s'agira si on dit de faire un chaud-froid, ben voilà, il s'agira peut-être de choisir un rose et un menthe en Inde, par exemple, et puis chez nous, quelque chose de très classique, un bleu et un rouge, par exemple. Voilà. Merci pour ta réponse. Une autre question, peut-être, plus pour toi, j'imagine, Barbara, encore à vous de me dire. Je remarque beaucoup de mobilier et aménagements privés et collectifs de couleur grise un peu partout et de plus en plus. Pourquoi, comment? Alors, une question de volonté politique. Là, on est plutôt dans le registre de la symbolique des couleurs et je vous invite à vous remémorer les images que je vous ai passées au début et notamment celle du tribunal de Nantes et du CHU de Strasbourg vu de l'extérieur qui sont plutôt dans les gris, les noirs, en tout cas des couleurs très sombres comme le décrit Isabelle qui nous pose cette question. C'est la symbolique du pouvoir, du sérieux, de la technique. Et c'est effectivement en phase avec la société occidentale depuis qu'elle s'est construite au XVIIIe siècle avec les Lumières. Donc, c'est cohérent. Après, est-ce que c'est de ça qu'on veut encore aujourd'hui? C'est pour moi la question. Ce que je rajouterais, c'est que je suis souvent intervenue en fait avec des réflexions sur. On me demande, bon alors là il faut que ça soit neutre. Enfin voilà, les gens ont déjà des idées très préconçues. Donc il y a effectivement la peur de choquer, la peur de saturer finalement quand on met de la couleur. Enfin, voilà, quand on dit qu'on est coloriste, souvent derrière les gens imaginent que des couleurs vives. Non, utiliser les gris, les beiges pour mettre en valeur aussi des touches de couleurs plus saturées, c'est tout à fait intéressant. Et donc oui, il y a un peu une certaine peur de la couleur.
Et donc, ça, je pense que c'est un sujet qui sera notamment approfondi la semaine prochaine par le LABA de Paris, sur aussi comment acculturer finalement le domaine public à l'usage de la couleur. Une autre question, comment les personnes âgées voient les couleurs en général, sans souci particulier, juste dû au vieillissement? Alors, je reviendrai dessus pareil dans quelques semaines. Globalement, quand on vieillit, on a différents outils de notre organisme qui s'affaiblissent. Et effectivement, dans l'œil, on sait qu'on a une certaine opacification. Donc, en fait, on perd un peu, en vieillissant, la lecture du bleu. Puisqu'il est filtré, donc il ne passe plus, il ne va pas jusqu'au bout de la rétine. Voilà. De la même manière, les coloristes sont amenés à retester leur vision des couleurs très, 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 très régulièrement. Et ma vision des couleurs aujourd'hui, à 42 ans, n'est pas tout à fait la même que celle à 20 ans. Et de la même façon, il faut savoir aussi que les hormones, une femme enceinte, par exemple, n'a plus la possibilité, enfin souvent, de faire du contrôle couleur, puisqu'il y a une variation de la vision des couleurs. Donc, en dehors des cas particuliers, mais il faut savoir, enfin, voilà, il y a des maladies en plus qui sont liées à l'âge qui vont modifier notre appréciation des couleurs. Les blancs deviennent un peu plus jaunes, notamment. Voilà. Si. Une autre question peut-être pour toi, Barbara, j'imagine. Quels sont les moyens, selon vous, pour intégrer davantage l'expertise couleur dans le monde hospitalier? Et quels sont les acteurs de l'hôpital à convaincre? Barbara, je vais te laisser répondre là-dessus. Les moyens, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est le colloque, la publication, cette série de webinars. C'est essentiel parce qu'il y a un vrai analphabétisme de la couleur. Enfin, on ne sait pas comment ça marche. On a effectivement nos perceptions et nos goûts. Mais après, sur comment ça va guider nos choix, nos ressentis, on est très ignorant. Donc voilà, comment c'est déjà se former, faire appel à des experts, communiquer. Après, dans l'hôpital, la façon dont ça va se passer, en tout cas ce que moi j'ai connu, c'est quand c'est des rénovations, c'est un technicien travaux qui est en charge, donc où il a une sensibilité personnelle, ou alors il va remettre ça, la décision, au cadre qui va éventuellement partager le choix avec son équipe, avec son chef de service, voire même parfois avec les patients. Mais on voit bien que là, au mieux, ça donne quelque chose d'extrêmement neutre par consensus, ou alors par un patchwork pour faire plaisir à tout le monde, et que ce n'est pas réellement pertinent. Donc, c'est vraiment faire appel à des coloristes, ce qu'on a fait à plusieurs reprises, ou tout au moins à des personnes sensibilisées. Et on a vraiment, pour le coup, un impact pour peu de frais finalement, parce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Enfin, une peinture d'une couleur ou d'une autre, ce n'est pas plus cher. Donc après, c'est juste de payer de l'expertise, et c'est payer une mission d'expertise, c'est vraiment pas grand-chose. Et je rebondis sur ce que disait Marion tout à l'heure sur la différenciation de perception des couleurs selon son éclairage. On a eu un très beau travail dans une unité de soins palliatifs, mais pour des raisons d'économie, le personnel fait très attention à systématiquement éteindre les lumières. Et en fait, là où on avait un jaune extrêmement lumineux, du fait de cette volonté d'économie, on a un jaune vraiment vilain. On va prendre peut-être une avant-dernière question, une dernière question sur le timing. Travaillez-vous aussi avec des motifs qui sont une organisation particulière de la couleur? Alors, en fait, on ne travaille jamais la couleur seule. Et je ne ferai pas le débat entre les peintres du dessin, les peintres de la ligne et les peintres de la couleur. Moi, je suis définitivement une peintre de la couleur. Néanmoins,
c'est une association. C'est-à-dire que, comme je parlais tout à l'heure de matière, c'est-à-dire quand on est sur du motif, sur de l'imprimé ou sur de la communication, on a très peu d'effets de matière. On a le niveau de brillance du papier, on a le niveau de luminosité de l'écran, mais c'est vraiment le motif qui va faire le jeu. Donc la couleur, finalement, moi, je l'emploie comme un outil au service du reste du design. J'ai une formation en design produit. Toute la partie amont d'analyse, de l'observation des utilisateurs, de l'écoute, etc., qu'on soit designer produit, designer couleur, designer graphique, c'est la même. C'est juste que quand je développe, autrefois je développais des concepts produits, maintenant je développe des concepts couleurs. Mais si je livre une gamme de couleurs, finalement je livre une gamme de couleurs, mais aussi une gamme de couleurs appliquées, donc appliquées dans un motif, appliquées dans un espace, appliquées sur un produit. Et il y a je donnerai un exemple, mais on va dire un graphisme peut être sauvé par une couleur si le graphisme n'est pas bon au départ. Il peut être sublimé, c'est ce qu'on lui souhaite, mais si un contraste ne fonctionne pas, c'est pas en le mettant dans un graphisme qu'on va l'aider. Voilà. La couleur peut faire le pompier, mais maintenant il est quand même plus facile de concevoir l'ensemble, que ce soit le motif, la couleur, le produit, sa couleur, en même temps. Merci beaucoup pour vos réponses. Le timing va court. Je vous propose de clôturer maintenant. Donc, avant de nous quitter peut-être et d'avoir un dernier mot de conclusion, je vous rappelle les coordonnées de l'ouvrage Couleurs et soins, donc dirigé par Barbara B. et Claire Fayol, coédité par l'ENSAD Nancy et les Presses du Réel. Vous pourrez également, bien évidemment, retrouver ce live en replay sur les sites de Cactus ou de Color et de Color the Life très prochainement. Vous pouvez, ou en live, ouais, en ce moment, c'est ça. Oui, le site a un tout petit peu de retard dans sa livraison, malheureusement. D'accord. Et voilà, et vous pouvez contacter bien évidemment aussi nos intervenants en direct via leurs coordonnées. Je vous laisse peut-être le mot de la fin, Marion et Fausto. Juste le prochain rendez-vous, donc c'est la semaine prochaine, même heure, sur des thématiques que tu vas nous partager, Marion. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Oui, merci Pierre. La semaine prochaine, donc j'animerai ce live et nous aurons une présentation de Benjamin Salabé et de Marie Coirier du LABA avec Vanessa Lehner de l'agence Nakara qui vont nous expliquer finalement à travers des projets comment ils ont acculturé l'hôpital à l'usage de la couleur. Donc c'est un peu la suite effectivement de l'intervention et ça répondra, je pense, à quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui dans le chat. Et je te laisse conclure du coup, Fausto. Merci. Encore merci à nos intervenantes, Barbara, Marion. Vous savez, Cactus est partenaire pour ce voyage autour de la couleur dans le domaine de la santé. Donc, restez connectés à nos actualités, car notre saga sur ce thème va se poursuivre jusqu'en juin. On a déjà en parlé plusieurs fois. Si vous souhaitez participer à nos communautés, à nos lives, ou vous avez des besoins d'accompagnement dans vos entreprises par nos experts Cactus ou Color the Life, faites-nous signe, s'il vous plaît. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. Merci à vous tous. À bientôt et donc hasta luego dans une prochaine Cactus Live. Merci. Ciao, ciao.